Le colonialisme moderne en France a débuté dans les années 1830, constitué d'un empire avec un tiers de l'Afrique et la moitié de l'Asie du Sud-Est qui est appelée l'Indochine. À partir de 1946, de plus en plus de voix fortes poussent à la libération des territoires ainsi qu'à l'autodétermination des peuples concernés. La plupart des pays engagés luttent contre la présence française et parfois maintient la force par la pression, notamment en Indochine. Donc, Aimé Césaire fut l'une des voix les plus fortes. C'est un intellectuel très poète antillais. Il appartient au mouvement de la négritude qui cherche à montrer la fierté d'être noir et indépendant, moralement et aussi politiquement blanc, comme on disait. Donc, le discours sur le colonialisme paru en 1950 est une œuvre argumentative très originale. Aussi étant une démonstration universitaire et un discours moral visant à interpeller l'auditoire. L'extrait que je vais vous présenter s'intitule « Le discours sur le colonialisme ». C'est une analogie avec une analogie sur le nazisme qui a été écrit sur un ton enflammé et synthétique. Donc, en lisant ce texte, on va se demander comment Césaire, en jouant à la fois sur la raison et sur l'émotion, parvient-il à développer cette dénonciation virulente du colonialisme. Il faudrait d'abord étudier la colonisation. La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du terme, à le dégrader, à le réveiller aux enfants enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fille violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son point mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance établie, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Pour répondre à cette problématique, on va en premier lieu se demander en quoi ce discours reflète une réflexion historique et évolutive qui pousse les lecteurs à s'interroger sur le colonialisme. Ensuite, ce discours est un discours de cœur de traité qui amène à fonder le lecteur à sa propre culpabilisation en redécouvrant sa compassion pour les victimes. Ensuite, finalement, Césaire étaye sa vertu rhétorique spécifiquement nègre, au sens que Césaire l'entend bien sûr, pour dénoncer les présupposés sur l'indécivilité des colonisés. Donc, pour cela, en premier lieu, on va s'interroger sur le raisonnement solide et structuré. Césaire illustre une logique déductive, premièrement par la thèse énumérée à la première ligne, avec un envers logique. Donc, il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser. Donc, il y a une courte proposition de vérité générale. La thèse ici est illustrée par aussi un malgache, ligne 5, et qui violait ligne 5 aussi, surtout
par l'œil crevé et la tête coupée et l'immédiat, qui constituent des métonymies des corps traités et qui correspondent à des plans d'enfer qui sont relativement choquants. Ensuite, Aimé Césaire cherche une précision constante. On peut le voir par la présence de nombreuses épagnatoses, notamment par la barbarie, ligne 18, quand il retranscrit barbarie, ensuite barbarie suprême. Celle-ci permet de renforcer et assimiler le nazisme au colonialisme. Ensuite, à la ligne 7 et à la ligne 11, la gangrène est aussi assimilée au poison, qui montre la responsabilité des colonisateurs. Ensuite, on remarque aussi des néologismes en italique avec des privatifs comme de, a ou en. Par exemple, abrutir, ligne 2, déciviliser, ligne 1, et ensauvagement, ligne 12. Tous ces néologismes sont les oppositions entre la civilisation et la sauvagerie. Ensuite, on remarque que ces néologismes constituent des dégradations des colonisés, à savoir les esclaves. Ensuite, Aimé Césaire étaye son argumentation par une analogie avec le nazisme. Il fait une référence au nazisme. Celle-ci n'est pas hyperbolique ou encore rhétorique. Donc, la première analogie est celle de la bourgeoisie au sens péjoratif, qui, elle, soutient le système par cupidité. Non, plus maintenant. Donc, c'est à la ligne 13. Ensuite, la deuxième analogie est une répression politique par la torture et la cruauté sanglante. À la ligne 4, une tête coupée et un œil crevé. Et enfin, la troisième analogie est fondée sur un présupposé idéologique, celle de la supériorité raciale blanche et du colonisateur. Donc, Césaire est un adepte de la rhétorique, en premier lieu par la décivilisation et la dégradation sociétale. Aussi, il faut juste vous demander d'accélérer. D'accord. On est en train de dépasser. Donc, expliquez-moi rapidement en quoi il y a une culpabilisation et en quoi ce texte est représentatif de ce qu'on appelle la négation. Donc, dans cette deuxième partie, on va traiter de la dénonciation pathétique et violente, qui est entre autres un pathos d'Aimé Césaire. Donc, à la ligne 5, on voit l'éthique de la violence qui est présente, violée, supplicée et torturée. Il y a aussi l'œil crevé qui fait référence au cinéma, au plan d'enfer. Ensuite, on a celui-ci représente aussi une dimension allégorique par l'effacement de l'identité faciale. Ensuite, la tête coupée fait référence à la Révolution française, avec le roi qui a été guillotiné. On remarque surtout un euphémisme de la part de Césaire, interrogé qui est entre guillemets, et bien sûr une ironie qui reflète les faits précédents. Ensuite, Aimé Césaire cherche à culpabiliser le lecteur par des euphémismes, par exemple avec la bourgeoisie. On dit, quand
bourgeoisie est réveillée, c'est ligne 13. Ensuite, il actualise son discours par des présents d'énonciation et de narration. Présent d'énonciation, on le voit à la ligne 16, comme dit, et on remarque surtout beaucoup d'occurrences du pronom on qui permet de déresponsabiliser la bourgeoisie et généralise ensuite la complicité des bourgeois. D'accord. Je vais le voir dans son yeux crevés. Et en quoi ce texte est, dit, un modèle de ce qu'on appelle la nouvelle suite? Pourquoi est-ce que c'est un texte qui m'intéresse? Et bien César fait de ce texte un texte qui reflète la négritude, car il propose un texte avec un fort ethos, c'est-à-dire que c'est un discours bien rythmé par de nombreuses figures de répétition qui crée un rythme qui est semblable à une marche militaire et humaine. Donc je vous cite une des répétitions bien entendu. Donc on remarque un parallélisme à la ligne 16, le secteur et le point 10. Ensuite, Aimé Césaire présente aussi une part de discours politique. Au cœur, on remarque l'évocation du nazisme, qui est repris par les démonstratifs temps, dans la ligne 16, Tapatra. Ensuite, il fait une démarche métatextuelle avec une rhétorique politique, avec l'argument par l'idéologie de l'infériorité des colonisés par rapport aux colonisateurs. D'accord. Je vais vous demander de conclure. Donc, ce discours est un discours qui reflète très bonnement la rhétorique maigre selon Aimé Césaire, d'une part par son logos, qui fait référence au nazisme, ensuite par son pathos, qui cherche à culpabiliser et responsabiliser les auditeurs, et enfin par son ethos, qui brutalise et montre un aspect juste de ce texte. J'aimerais revenir déjà sur cette notion d'éthos. Vous parlez de l'éthos de Césaire. Qu'est-ce que c'est que l'éthos? L'éthos, c'est une forme de persuasion qui est principalement sur la prestance de l'orateur. En quoi Césaire est extrêmement légitime à parler de ce dont-là, c'est-à-dire du colonialisme, entre le racisme d'ailleurs? Mais Césaire est lui-même un entier, oui. Il est touché par le colonialisme. Mais sa démarche n'a pas pu aboutir à une abolition. Il continue à avoir de l'esclavagisme aux Antilles. Dans d'autres pays. Non, mais effectivement, il est touché personnellement et c'est une grande figure politique d'une région qui a effectivement été colonisée et terre d'esclavage, c'est vrai. Ce n'est plus le cas en 1950 et encore moins maintenant, mais c'est vrai. En quoi cette construction, on a été obligé d'aller relativement vite, une culpabilisation de l'auditeur?
Pourquoi ce texte culpabilise celui qui l'écoute? Et c'est-à-dire, réussir à culpabiliser l'auteur par son pathos. L'auditeur. Oui. C'est-à-dire, c'est une question de mauvaise conscience. Pourquoi est-ce que l'auditeur, pourquoi est-ce que celui qui écoute ça se sent mal à l'aise? L'auditeur, c'est-à-dire nous. À qui il s'adresse déjà? Quelle est la destination? Vraiment, il s'adresse au co-initiateur. Oui. Directement? Oui. Et quel profil type il donne de celui qui soit organise, soit cautionne la colonisation? Quel est son profil? C'est quel genre de personne qui cautionne, voire qui organise la colonisation? Bourgeoisie blanche. Et qu'est-ce qui montre que peut-être la bourgeoisie blanche ne pouvait pas voir? Parce que la bourgeoisie blanche vit la colonisation au travers des échanges commerciaux. Parce que ça nous apporte en caoutchouc, en bois rare, en que sais-je. Alors qu'est-ce qui me donne à voir qu'il n'est pas ici le doux commerce que peut penser avoir le bourgeois? Donc les bourgeois ne se penchent pas à une propre opinion. Il est sous influence du système. Du colonisateur. Il dit ça, c'est vrai. Il ne dit pas, mais il cherche à... J'aimerais qu'on revienne enfin sur un aspect très important que vous avez choisi de traiter, mais ce n'était pas très clair pour moi, peut-être que ça allait dans votre tête, on va voir. Qu'est-ce que c'est que la négritude au niveau de l'écriture? Comment est-ce qu'on reconnaît un texte issu de la négritude? En fait, les colonisateurs avaient des stéréotypes sur les esclaves noirs. Sur les Noirs en général, sur les esclaves ou pas d'ailleurs. Ils ont à dire qu'ils sont dépourvus d'intelligence et de toute forme de rhétorique. Oui. Et qu'est-ce que démontre ici L'auteur démontre que en étant noir, il a pu faire une argumentation digne d'un blanc, entre guillemets, une argumentation beaucoup plus forte. Alors, en quoi est-elle peut-être plus forte que celle, on a des exemples d'orateurs, Montesquieu, Hugo, Jaurès, Badinter. En quoi est-ce qu'on reconnaît, je dirais, une patte noire dans cette manière de parler? Badinter ne parlerait pas exactement comme ça, n'écrirait pas exactement. Hugo n'écrirait pas exactement comme ça. En quoi on reconnaît l'identité noire dans la façon de présentation de L'identité noire, on la voit principalement à l'oral. Ce sont les oralistes de parfois. Qu'est-ce qui le rend très oral? Vous me l'avez dit, hein, les analyses closes, les poseuses. Qu'est-ce que ça contribue à donner ces analyses closes? Vous avez même eu cette expression magnifique, il y en a tellement. Ça permet de... Il y en avait tellement que quoi? À quel moment vous avez dit il y en a tellement? C'est quand je parlais des figures de style de répétition. Toutes les figures de répétition. Alors, ces figures de répétition aboutissent à quoi dans la lecture? Ternaire est semblable à une marche funèbre ou une marche militaire. Un rythme très saccadé, hein, l'âme noire, selon Césaire, qui est également poète, se situe dans le souffle et dans le rythme. Donc, effectivement, c'est grave. Et dans une... Il n'y a pas que le rythme, il n'y a pas que le son, il y a également, enfin, on en a déjà parlé, des images, une certaine violence que n'emploierait pas Victor Hugo, par exemple. Voilà, je vous remercie.